Salut, bienvenue à ce premier podcast, ce premier épisode. Qu'est-ce que c'est? C'est un podcast qui va parler de ma personne exclusivement et de stand-up, puisque c'est ce que je fais principalement. Pourquoi je le filme? Il se passera rien, faut s'attendre à rien du tout en vidéo. Je le filme parce que les Américains font ça, ils filment les podcasts, donc je me dis vu qu'ils ont de l'avance, ils doivent avoir raison, comme d'hab. Et coucou quand même à ceux qui regardent, enfin qui écoutent sur Spotify et sur iTunes et qui comprennent pas du coup pourquoi je dis ça. Je dis ça pour ceux qui vont regarder sur YouTube. Et vraiment, il y aura rien, il n'y a pas de surprise. Donc si vous voulez juste l'écouter, n'hésitez pas. Qu'est-ce que c'est que ce podcast? C'est un podcast solo. Euh, j'ai décidé de faire ça parce que hyper dur dans ce métier-là et j'imagine dans d'autres aussi, dans les autres, de réunir des gens pour faire des trucs. Je comprends tous ceux qui font des vidéos tout seul face cam. En fait, c'est parce que c'est hyper simple de se retrouver tout seul, soi-même. Dès que ça implique des gens, c'est chaud. C'est pour ça qu'il y a d'autres podcasts que je fais avec des copains, comme le meilleur podcast. N'hésitez pas à aller voir. On n'en fait pas souvent parce qu'on n'est pas toujours dispo au même moment, donc c'est un peu chiant. Là, ce podcast-là, je le ferai quand je veux. J'ai juste besoin de mon petit enregistreur. Enfin, petit, je dis petit, mais c'est quand même 350 € cette merde. Donc voilà, je pourrais un petit peu parler de ce dont j'ai envie, quand j'en ai envie, sans contrainte. Donc ça, c'est chouette. J'espère que ça vous plaira. Ça sera complètement auto-centré. Donc si vous me détestez, changez de chaîne. Si vous êtes sur Spotify, allez écouter Ariana Grande, c'est vraiment nul. Non, c'est pas vrai. En fait, j'aime bien. je me suis piégé tout seul. En fait, j'ai voulu dire un truc nul et j'ai pensé à ça, mais en fait, j'aime bien, j'avoue. Donc voilà, première confidence. J'aime bien Ariana Grande. Euh, et en plus, je la trouve mignonne. Ça va parler de quoi? Le premier épisode, on va parler. En fait, je vais faire la liste de toutes les questions qu'on me pose souvent après les spectacles, les plateaux, ou dans la vie, grosse soirée. Euh, Comme ça, quand on me posera des questions, je pourrais dire ferme ta gueule, c'est dans mon podcast la réponse. Donc laisse-moi boire mon vin blanc tranquille. Non, c'est pas pour ça, c'est juste comme ça fait un petit condensé de toutes les questions communes. Et en plus, ce que je veux dire va sûrement concerner d'autres comiques euh, qui ont à peu près la même carrière que moi, c'est-à-dire pas de carrière. Alors, première question qu'on me pose souvent. Depuis quand tu fais du stand-up? Très dur de répondre à cette question. Je suis pas le seul qui a du mal à répondre d'ailleurs. Parce que qu'est-ce que ça veut dire depuis quand? Ça veut dire, est-ce que c'est la première fois où je suis monté sur scène où j'ai fait des blagues? Est-ce que c'est la première fois que j'étais payé? Est-ce que c'est la première fois où j'étais fort? Euh, Parce que là, c'est peut-être pas encore arrivé. Euh, Est-ce que c'est la première fois que j'ai eu un spectacle? Donc voilà, je vais essayer de répondre précisément. C'est en 2015 que je suis monté pour la première fois sur scène. C'était lors d'un concours organisé par les Chevaliers du Fiel à Toulouse. J'étais à Toulouse à l'époque pour les études. Et il y avait ce concours-là. Moi, j'avais déjà fait du théâtre et de l'impro, donc je me suis dit, allez, faisons cela. Il y a 5 minutes à écrire, ça va pas être bien compliqué. Et en fait, si, les premières 5 minutes à écrire, c'est chaud parce que t'as aucun recul. Tu sais pas du tout si t'es marrant, comment tu vas les faire, les blagues, comment ça va être pris. T'as aucune mécanique. Maintenant, je vois, on a tous un peu nos petits secrets d'écriture. Et, euh, et là, t'as rien, quoi. T'es vraiment dans le vide. Tu dois écrire 5 minutes de nulle part. Donc j'ai fait ça. Et en fait, ça s'est franchement très bien passé. J'ai encore la vidéo. Peut-être que je la, je la diffuserai un jour quand je serai extrêmement connu. Donc pas tout de suite. C'est marrant de faire des blagues et d'avoir aucun retour. C'est vraiment bizarre. Je me dis putain, je fais des ruptures et tout, il y a personne qui rigole. Voilà, ça s'est bien passé honnêtement. Les premières 5 minutes que j'ai faites, très, très bien par rapport à ce que je pensais que ça allait donner. Vraiment, je pensais que j'allais fondre sur scène et être nul. Et en fait, pas du tout ça. Franchement, ça a bien rigolé. J'ai pas gagné le concours parce que il y avait des gars qui faisaient ça depuis 10 ans. Donc ça, évidemment que non. Euh, mais en tout cas, ça m'a donné envie de ouf. Je me suis dit, ok, meilleur truc au monde. Sans aucun doute. Pour moi, en tout cas. C'était vraiment aucun doute. Et j'ai toujours aucun doute, pour ceux qui
qui me demande aussi ah ouais, sinon tu feras quoi d'autre? Bah rien en fait. Je préfère crever, je pense, sous un pont, un joli pont, hein. Genre un pont, tu vois, un pont c'est dans le 15e, un truc sympa quoi. Mais non, je préfère crever sous un joli pont que retourner faire autre chose. Autre chose qui n'a pas de rapport avec l'humour, hein, parce qu'après dans l'humour il y a plein de trucs, mais non, plutôt le décès. Voilà, ça c'est un podcast où on se marre, hein, et où il y a de la joie quoi. Donc voilà, quand je suis monté sur la première fois sur scène, je me suis dit ok c'est ça. Sauf que pour revenir à quand est-ce que tu as commencé, eh ben, il n'y avait pas grand-chose à Toulouse, voire rien pour jouer. Il y a eu un truc qui a ouvert cette année-là, ça s'appelait le Comptoir du Rire à l'époque, et ça me permettait de jouer euh, une fois par mois, et encore pas toujours parce qu'il fallait que ça tourne, je pouvais pas jouer à chaque fois. Donc je considère que la première année, bah non, quand t'as joué moins de 10 fois, t'as pas vraiment commencé quoi. Mais j'ai eu le premier pas sur scène quoi. L'année d'après, le Comptoir du Rire, j'ai eu de la chance. Non, ça a évolué en positif. Grâce à tous les comiques qui devenaient de plus en plus forts et qui ramènent de plus en plus de monde. Et c'était toutes les 2 semaines. Donc là, je commençais à plus jouer, même si c'était pas assez quoi. J'allais à Bordeaux de temps en temps. J'essayais de faire des concours, des festivals parce que je considérais que je jouais pas assez quoi. Euh, donc même la deuxième année, bon, c'était encore, je travaillais encore à côté quoi. Euh, et quand je dis je travaillais, j'étais déjà hors circuit normal parce qu'avant, j'avais fait des études d'éco. Je me suis prédestiné à bosser en entreprise, mais j'ai laissé tomber. Du coup, j'étais prof d'impro dans une école d'impro et dans des lycées. Et c'est ça qui me faisait vivre en fait. J'étais auto-entrepreneur et le stand-up rapportait 10 euros par chapeau. Ça ne permet pas de vivre, en tout cas pas en France. Du coup, je travaillais encore à côté, en deuxième année. Et après 3 ans, là, j'ai commencé à me professionnaliser en quelque sorte, puisque j'ai commencé à avoir des cachets. Et une fois que tu as tant de cachets, tu as un statut qui s'appelle le statut d'intermittent qui te permet d'avoir un salaire tous les mois. Et ça, c'est après avoir participé au Printemps du Rire, qui est un concours international d'humour francophone, quoi. Et je suis allé en finale de ça, et j'étais un petit peu plus ou moins repéré par quelques personnes, dont Lamine Lesgade. C'est ça qui m'a un peu dans ma tête quand des gens qui sont forts m'ont dit ah c'est bien. Et ben je me suis dit ah ça m'a donné une légitimité dans ma tête parce avant que des gens que tu admires te disent c'est bien, tu te dis qu'est-ce que je suis en train de faire quoi. Tu dis je fais rire 20 personnes une fois tous les 2 mois et des fois ça marche pas. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur je crois. Tu te dis que je suis pas du tout légitime d'être là. Donc le Printemps du Rire mine de rien, moi j'aime pas trop les concours parce que comparer des humours ça a pas de sens quoi. C'est genre un gars qui met j'allais dire qui met une perruque, c'est un peu un cliché, mais quelqu'un qui fait du clown, comparer ça à du stand-up et à quelqu'un qui fait de la chanson rigolote, qui est meilleur? Personne n'est meilleur. Euh, tu peux, à l'applaudimètre des fois c'est n'importe quoi. C'est-à-dire c'est les gens qui a le plus de volume sonore, c'est le meilleur humoriste. Ça n'a aucun sens. Pour moi ça n'a aucun sens. Mais le fait d'en faire, ça m'a quand même permis de rencontrer des gens. Donc voilà, s'il y a des jeunes ou moins jeunes comiques qui m'écoutent, bah, finalement, des fois, faire des concours, ça peut servir. Moi, ça m'a permis de rencontrer Lamine Lesgade, qui était un des gars que j'admirais le plus en termes d'efficacité, de, d'écriture, de palette, de drôlerie. J'étais vraiment admiratif de la personne. Il était dans le jury du Printemps du Rire. Et il m'avait dit, écoute, à la rentrée, je vais à Canal+, je vais faire le grand journal. Il me faut quelqu'un. Je trouvais que t'étais chaud. Sur scène tout à l'heure, vas-y, on fait ça ensemble quoi. Je pensais vraiment que c'était du bullshit. En mode, ouais, bah, il a bu 3 verres de vin, il me donne sa carte en mode, ouais, je suis le patron quoi. Et pas du tout, il est pas du tout comme ça. Je dis ça, mais maintenant que je le connais, il est pas du tout comme ça. Et en effet, il me rappelle du coup à la rentrée.
Et, euh, et moi, je suis en plein cours d'impro. Et il me dit, bah écoute, toujours chaud pour le grand journal? Je suis là, bah ouais, euh, oui. Et il me dit, bah ok, bah on écrit, ça va être tous les jours. On va écrire le matin, on rend le truc à 14h, je le joue le soir, quoi. Et, je- et vraiment, vraiment, honnêtement, il n'y a pas de fausse modestie, c'est pas non plus grand chose. J'ai été co-auteur de machin, c'est pas non plus ouf, mais sur le moment, je me disais, mais pourquoi moi? Et d'ailleurs, je lui ai dit, genre, je lui ai dit, mais le truc, j'ai répondu un truc qu'il faut jamais répondre. Je lui dis, mais il n'y a pas d'autres gars à Paris qui écrivent? Et après, dans ma tête, je me dis, mais quel connard, pourquoi je dis ça? Et il m'a dit, bah écoute, si je t'appelle, c'est que voilà, il y a d'autres auteurs, mais en tout cas, soit ils sont pris, soit ils sont pas bons, quoi. Et je lui ai dit, bah écoute, merci. Merci de m'avoir rappelé, ça me fait vraiment plaisir. Et là, il m'a répondu un truc. Et là, c'est vraiment comment il est, lui, qui était, bah, tu sais, je fais pas ça pour toi. C'est drôle. Et hyper honnête, quoi. Bon, depuis, on est quand même un peu copains. Et voilà, quoi. C'est un peu le moment où je me suis dit, ah, ben, ok, un peu légitime. Peut-être il y a un petit truc à faire. C'était pas non plus. Voilà, c'est pas non plus un aboutissement, mais quand même, qu'on te dise, je vais écrire, je vais faire des sketchs sur l'émission à l'époque la plus regardée, la plus scrutée, la plus hype, et c'est toi qui vas coécrire avec moi, j'étais content. Et je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc à faire. Donc là, je commence à avoir des cachets aussi, je commence à être payé par Canal+. Je me suis dit, bon, bah, cool, je deviens intermittent. Là, il y a d'autres gens qui me contactent pour écrire parce que ils savent, du coup. Il y a notamment Walter, avec qui je travaille encore. Verino, un tout petit peu à un moment pour ses vidéos. Euh, Quelqu'un d'autre à Toulouse, qui est un copain qui s'appelle Philippe Souverville, dont j'ai coécrit le spectacle aussi. Il y a Joe Brami maintenant, qui est un pote, et on écrit son prochain spectacle qui va être excellentissime. Et voilà, quoi, ça s'est fait petit à petit en fait. Ça s'est fait. Ça va faire 5 ans bientôt, bah, ça s'est fait progressivement, quoi. Mais en gros, ouais, les déclics, c'est de les rencontres, quoi. C'est de faire des trucs, du coup, tu rencontres des gens et ça te crée des opportunités, quoi. Et faire des trucs différents aussi. Si tu vas toujours faire la même scène ouverte avec les mêmes gens, ça t'ouvrira pas, quoi. Parce qu'il y a pas. Maintenant que je suis à Paris depuis cette année, et c'est vrai qu'il y a des gens qui s'enferment un peu dans des trucs. Je pense qu'il faut bouger, il faut faire des festivals, il faut sortir de sa zone de confort un peu. C'est en faisant ça que j'ai fait les meilleures rencontres, en fait, au final. Donc c'est pas en allant tous les jours au même plateau ou à la même scène ouverte où tu dis ouais mais je travaille tous les jours, ouais mais vois d'autres trucs. Fais d'autres choses, vois d'autres publics. Je fais ça comme si, comme si j'étais quelqu'un qui avait réussi, pas du tout. Mais c'est juste que c'est ça qui m'a permis en tout cas d'avoir les contacts et les opportunités que j'ai aujourd'hui. Et ça c'est cool. On a combien de temps là? Ok. Bah, je vais continuer encore un petit peu. Il y a deux trois questions qu'on me pose sinon. Euh, le spectacle, ça fait combien de temps que tu joues ton spectacle? Euh, alors j'ai joué 2 saisons à Toulouse, dans une petite salle. La première saison qui s'appelait le Centre culturel des Minimes, 38 places. C'était cool, c'était chouette, ça m'a permis de voir ce que c'est de faire 1 heure de spectacle. J'ai des bons souvenirs, pas que, parce que des fois il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Et ça fait partie, ça fait partie du dos quand t'es pas connu. Ça, c'est qu'il y a souvent très peu de monde dans ta salle. Euh, Là, il y avait souvent entre 10 et 20, et quand c'était 20, c'était cool. Euh, voilà, j'ai appris un peu à faire mon heure, à gérer les gens pendant 1 heure. C'est pas pareil que sur 10 minutes. Sur 10 minutes, tu te dis, bon, déjà au pire, si ça marche pas, bah, tu te casses au bout de 10 minutes, c'est pas grave. Et c'est plus facile de les tenir sur une grosse durée, quoi. Sur 1 heure, il y a des hauts, des bas. S'il y a des bas, faut remonter. Faut que tout soit marrant, parce que si t'es plus marrant, les gens rigolent plus, et puis t'es pas bien, quoi. Donc vraiment, faut savoir le faire, quoi. C'est autre chose. Donc ça, première année à Toulouse. Deuxième année, j'étais dans la petite salle des Chevaliers du Fiel. Ils ont une grosse salle qui s'appelle la Comédie de Toulouse, qui fait 300 places. Moi, je jouais pas là, évidemment. Je jouais dans la succursale, qui fait une quarantaine de places. Et là, c'était plus cool, parce que le théâtre avait une notoriété déjà, les Chevaliers aussi. Donc c'était souvent bien complet, voire complet complet. Et ça, c'était chouette. C'était vraiment cool. Et là, j'ai commencé à m'amuser.
parce que mes textes étaient rodés, en tout cas, je vais pas dire bon, mais en tout cas, moi je les avais bien. Je m'autorisais à faire 10 minutes de neuf tous les mois. Je jouais à peu près une fois par, je jouais une fois par mois. Euh, donc c'est encore pas beaucoup, une fois par mois ça reste très peu. Et je m'autorisais à faire du neuf, j'étais à l'aise, la salle se prêtait vraiment au stand-up, il y a une petite scène, euh, les sièges étaient bien resserrés, c'était cool. Il y avait un bar, enfin c'était vraiment chouette. Donc ça, très très belle expérience, faire un an de spectacle là-bas, très cool. Et en parallèle, j'écrivais pour les autres aussi. Et là, cette année, je suis arrivé à Paris en septembre. De septembre à décembre, j'ai fait plutôt des plateaux pour tâter un peu le terrain, pour faire coucou, pour montrer que j'étais là. Alors au début, c'est des plateaux un peu nazes parce que j'étais pas dans le circuit. Enfin, un peu naze. Alors je dis naze, mais en fait, non. Autant pour moi, il n'y a pas de plateau naze. C'est des plateaux juste petits où il n'y a pas trop de monde. Non, naze, il n'y a pas. Je retire tout de suite. J'ai pas envie de faire de montage. Donc quand je regrette un truc, je vais juste dire je le retire. Donc au début, j'ai fait des petits plateaux, euh, avec pas beaucoup de fréquentation. Puis ça va, j'ai réussi à en faire des un peu plus cotés assez rapidement parce que finalement, les gens qui organisent, je les avais croisés plus ou moins à des festivals au final. Donc ils me disaient ah bah oui bah passe, tu vois, même si le patron ne te connaît pas, moi je dis que c'est bon et ça va se passer bien et puis ça se passe bien. Je vais pas citer les plateaux pour pas faire des catégories, mais en gros ça va. Je m'en suis sorti bien assez rapidement en termes de possibilités de jouer. Et en janvier, je commençais à me dire bon là faut que je joue le spectacle parce que c'est quand même ça le métier. Pour moi c'est ça d'ailleurs. Le métier c'est de faire, c'est d'avoir un spectacle quoi. Parce que je me suis rendu compte qu'à Paris en fait il y avait plus de gens qui avaient pas de spectacle que de gens qui avaient de spectacle. Mais pour moi, ma vie, j'ai pas envie que ça soit faire des 10 minutes à droite à gauche. Ça m'intéresse pas quoi. Enfin c'est cool, c'est bien de faire des blagues pendant 10 minutes, c'est cool. Mais rien à voir je trouve avec le fait que les gens payent un billet pour venir te voir et que tu racontes un truc et qu'ils en sortent en se disant ok ce gars-là il m'a dit ça, je retiens ça ou pas hein, mais qui a une personnalité qui se dégage, que les gens retiennent un truc en tout cas. Là, sur 10 minutes les gens ils vont se dire ouais juste il était drôle ou pas drôle quoi. Et après ils vont passer à autre chose. Bah après, même après un spectacle ils passent à autre chose hein. On n'est pas là pour révolutionner non plus la vie des gens. Mais juste sur un spectacle il y a une vraie démarche de je vais voir telle personne. Parce que je sais pas, parce que j'ai vu des critiques ou parce que je l'ai vu quelque part et j'ai envie d'écouter d'entendre ce que lui il a à me dire quoi. Je suis pas là par hasard dans un bar en me disant ouais bah lui c'était cool, lui c'était moins bien. Euh, voilà. Donc pour moi c'est le métier c'est ça quoi. Donc je me suis vite dit faut que je trouve une salle et en fait j'ai eu une opportunité malgré moi. J'ai vraiment de la chatte un peu des fois. Je me dis je suis quand même bon, je provoque un peu forcément. Je pense qu'on provoque tous un peu la chance. Mais là, c'était pile au moment où j'avais envie, donc vraiment, c'était une chatte en termes de timing, on va dire. J'ai un pote qui s'appelle Lucas Rioué, qui joue à la cible, qui devait annuler une date en février. Et du coup, il me dit, bah ça te dit de me remplacer. Là, je saute sur l'occasion, évidemment. Alors, la cible, c'est une petite salle de 40 places à Pigalle. Très sympa. C'est une cible au milieu. En gros, la scène, c'est une cible ronde. Et on voit les gens sur quasiment 360 degrés, c'est cool. Et c'est des vrais sièges et tout. C'est une petite vraie salle, en fait. Ça, c'est chouette. C'est ça que j'aime bien. Et donc je le remplace en février. Et, et j'adore la salle, vraiment. J'ai un petit coup de cœur pour la salle. Le directeur de la salle m'aime bien. Et du coup, il me propose, il y a un créneau qui s'est libéré. Un bon créneau en plus, samedi 21h. Et il me dit, bah c'est cool, si tu veux, je te le file jusqu'à fin juin. Quoi. Et là, j'ai dû réfléchir un peu parce que je me dis, jusqu'à fin juin, ça fait long. Ça fait beaucoup de dates à remplir. Et il voulait pas me faire juste jusqu'à avril, hein, c'est un petit filou. Du coup, j'ai fini par dire oui. Et aucun regret parce qu'il y a eu du monde en fait. Je pense que le créneau est bien. Samedi 21h. Je pense que les gens le samedi, ils veulent réserver un spectacle d'un gars connu, mais il n'y a plus de place. En général, c'est ça.
En général, c'est ça. Ça me vexe pas du tout, hein, parce que je m'en fous, ça me ramener des gens. Mais en fait, ils vont sur Billet Réduc, il y a plus de place pour Redouane Arjan ou Guillermo Guise, tu vois. Donc, euh, donc ils regardent les spectacles par prix, par note. J'ai des bonnes notes, donc ça c'est bien. Ça m'a beaucoup aidé d'avoir les bonnes notes sur Billet Réduc. Donc ils réservent pour le mien, quoi. Donc ça c'était cool. Mars Avril, j'avais vraiment du monde. J'ai pas à me plaindre euh, par rapport à ce qu'on me disait du remplissage à Paris. Je me disais Mars Avril, je me disais bah moi ça va, tranquille. Je viens de débarquer, mais ça va. Je faisais pas que des complets non plus, mais il y avait du monde, quoi. Il y avait beaucoup de monde par rapport à ce à quoi je m'attendais, quoi. Et par contre, depuis le mois de mai, j'avoue, c'est hardcore là. Le mois de mai, c'est chaud pour tout le monde. Je m'y attendais un peu. Mais là, je le prends bien dans la gueule. Euh, Mais c'est pas grave, je joue quand même. Et c'est là où, bam, callback, on revient à Toulouse. Le fait de jouer devant des fois 5-10 personnes, et ben, j'ai appris à le faire. Et du coup, maintenant, quand ça arrive, je suis pas content, hein, mais. Enfin, je suis pas content. Je préfère qu'il y ait du monde, quoi. Mais il y a 5 personnes, j'y vais, j'annule pas. Euh, Sinon, je perds des thunes en plus. Donc j'y vais, et puis je sais le faire. Et voilà, on aimerait que ce soit toujours blindé, hein, mais maintenant, faut faire avec, quoi. Tant qu'on n'a pas de médiatisation, il faut savoir faire. Et en plus, beaucoup de stand-uppers s'accordent à dire que si tu peux faire rire 5 personnes, après, quand on a toujours 300, 400, 1000 devant toi, c'est pas 400 000, hein, 400 ou 1000, c'est plus simple, en fait. Et d'ailleurs, oui, moi, je confirme. Là, maintenant, j'ai beaucoup moins stressé de jouer devant 200 que devant 4, en fait. 200, quand t'as tes blagues qui marchent, c'est du bonheur, quoi. Donc finalement, voilà, je m'en suis pas trop mal sorti avec cette arrivée à Paris, quoi. Voilà, j'ai à peu près fait, fait tout le spectre de ma carrière en 22 minutes. Putain, c'est vraiment pas beaucoup. Ah, ça va vite. Bon, j'ai passé des détails, hein. Parce qu'il y en a qui me demandent si je faisais du théâtre avant, par exemple. Oui, j'ai fait du théâtre classique avant. J'ai fait le conservatoire de théâtre classique, quoi. Est-ce que ça m'a servi au stand-up? Je pense pas. Par contre, après, j'ai fait de l'impro à partir des études supérieures. Et ça, peut-être que ça m'a aidé un peu déjà à jouer devant beaucoup de gens, parce qu'à Toulouse, n'empêche, pareil, je sais pas si c'est de la chatte ou pas, mais question de timing encore. J'ai voulu faire de l'impro à Toulouse, dans une ligue d'impro, quoi. Et j'ai été pris euh, assez rapidement dans le truc d'impro qui marchait très très bien à l'époque. Je sais pas ce qu'il en est maintenant, j'avoue. Qui s'appelait la Brique de Toulouse. Et on jouait dans une énorme salle. Dans la grande salle des Chevaliers du Ciel, justement, la fameuse. Et c'était tout le temps blindé. Donc j'ai joué rapidement devant des 300 personnes, quoi. Et du coup, ça m'a donné peut-être un sens une gestion du public, des rires, de la rupture, de l'impro aussi, n'empêche un peu. Même si l'impro, c'est pas pareil dans stand-up et en impro, hein. Quand on dit impro en stand-up, c'est les interactions avec le public, alors que l'impro, c'est créer des histoires avec des gens, quoi, sur scène. Mais je pense que ça m'a un peu aidé, ça. Ça m'a un petit peu aidé. Même en termes de placement sur scène, de regard, essayer de regarder tout le monde et personne à la fois, pas tourner le dos à la scène, enfin des trucs basiques en fait, que j'avais peut-être un peu zappé depuis le théâtre classique où c'est vraiment très précis. Là en stand-up, t'es vraiment, ou en impro, t'es un peu en freestyle, quoi, c'est un peu libre, donc faut quand même te créer des trucs pour pas faire n'importe quoi, quoi. Donc ça m'a un peu aidé, l'impro. Et surtout, ça m'a mis euh, dans un circuit où du coup, c'est grâce à ça que j'ai vu qu'il y avait un concours de stand-up, par exemple. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des trucs, en gros. Ça va être la conclusion de ce premier épisode, c'est que faites des trucs. Sinon, il se passera rien. Ça, c'est clair et net. C'est con comme phrase, mais je le dis à tout le monde. Et soit les gens, ils me prennent pour un con, soit ils me disent, mais putain, c'est vrai, t'as raison. C'est que si tu fais rien, c'est sûr, il se passera rien. Moi, là, tout part de, genre, je faisais de l'impro dans une salle, machin, je vois une affiche, 5 minutes, bah vas-y, je le fais. Si j'avais pas fait ça, je sais pas ce que je foutrais aujourd'hui, je serais sûrement devant un ordi à faire des tableaux croisés dynamiques qui me donnent envie de me suicider. Alors que maintenant, j'ai envie de me suicider, mais pour d'autres raisons, d'accord? Ça n'a rien à voir. Voilà, faites des trucs.
Je parle pas forcément de l'humour. Il y a pas que des. Enfin, j'espère qu'il y a pas que des stand-uppers qui vont écouter ce podcast. Mais juste faites des trucs qui vous plaisent et ça amènera forcément à du plaisir, à du bonheur, à des opportunités par la suite, c'est clair. Et je le vois encore aujourd'hui. Parce que là, j'essaie de pas rentrer dans un confort. Parce que maintenant, je suis intermittent, j'écris pour des gars. Je pourrais dire, bon, ok, c'est bon. Non, je me dis pas ça. Par exemple, je fais des podcasts. Voilà. Ça, c'est un des trucs nouveaux que je fais. Euh, Parce que c'est différent. Tu vois, j'ai jamais fait. Et je me dis, ça peut peut-être amener à quelque chose, quoi. Et par exemple, je regrette un peu, j'ai jamais créé de contenu sur Internet. À part mettre des vidéos de stand-up. C'est déjà pas mal, mais j'ai jamais créé de contenu. Et je me dis, putain, t'es con, pourquoi t'as bien quelques heures par semaine à tuer. Enfin, à utiliser pour faire des vidéos, quoi. Donc là, c'est ma grosse résolution pour septembre. C'est pour ça que je commence là déjà, je me prépare. Il y a des trucs qui vont arriver en septembre sur mon YouTube. Hein, n'hésitez pas à vous abonner, Gabriel Française. Auto-promo, dans un auto-podcast qui parle de ma personne. C'est vraiment le truc le plus auto-centré, le plus nombriliste du monde, quoi. Un stand-upper qui fait son propre podcast dans sa propre chambre avec son micro, son enregistreur. Pardon, hop, il fait son propre RAW aussi. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour euh, de toutes les petites questions qu'on me pose quotidiennement. Enfin, quand je dis on, il n'y a pas 10 000 personnes euh, qui me harcèlent non plus sur Insta, hein, malheureusement. Mais c'est quand on fait les spectacles, les plateaux, c'est souvent ça qui revient, quoi. Donc j'espère que ça répondra. Ça répondra. Et des fois, je fais des phrases et je crois qu'il y a quelque chose après, en fait, il n'y a rien. Donc je crois que ça répondra à vos questions. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je crois que je suis à peu près à une demi-heure. Je vais pas faire de montage, donc il y aura beaucoup de et si ça vous dérange, n'écoutez plus à l'avenir, vraiment. Je peux pas dire autre chose. Je veux pas passer 1000 heures sur le montage, j'ai pas le temps. Donc là, c'est vraiment un podcast assez brut. Je vous parle comme ça vient, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je ferai un deuxième épisode. Alors là, c'était vraiment pour. Je crois que la caméra s'est arrêtée. Là, c'était vraiment pour parler globalement de qui je suis et ce que je fais. Les prochains, il y aura ça sera plus précis. Hein, ça sera un peu plus ciblé comme thème. Hein, sinon, je vais pas parler de moi comme ça pendant 1000 ans dans chaque podcast. Voilà, et bien je vous fais un gros bisou et on se voit, on s'écoute dans le prochain podcast. Salut!